Il y a une abondance en ressources parce qu'il y a eu une abondance en énergie, et l'abondance en énergie, elle vient aussi de l'abondance en ressources, quoi. Donc c'est un peu circulaire. L'abondance énergétique, pour le coup, sous forme d'énergie fossile, elle finira bien par avoir des limites. Eh bien, on peut se poser la question de notre capacité, effectivement, à extraire des ressources dans le futur qui seront moins faciles à extraire que ce qu'elles étaient il y a un siècle, parce que elles seront plus profondes, elles seront, on fera pas ça avec des pioches, des ânes et je sais pas quoi, comme au Moyen-Âge. Avec moins d'énergie fossile disponible, eh bien, dans le futur, peut-être qu'on aura tout simplement moins de ressources disponibles aussi. Voiture électrique, énergie renouvelable, intelligence artificielle, les nouvelles technologies sont gourmandes en métaux. Cobalt, lithium, cuivre, leurs consommations ont explosé ces dernières années au point de se demander si nous ne finirons pas par manquer de ressources. Et si c'est le cas, comment faire durer nos sociétés industrielles qui nous ont tant apporté? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Biwix. Il est ingénieur et spécialiste des matières premières. Va-t-on manquer de ressources? C'est le thème de cet épisode d'Échange climatique. Bonjour Philippe Biwix. Bonjour Florian. Vous avez participé à une BD sortie récemment avec Vincent Pirot qui s'appelle Ressources, un défi pour l'humanité, dans lequel vous aidez le lecteur à comprendre les limites physiques de notre monde. Vous parlez notamment d'un débat entre les cornucopiens et les prophètes de l'Apocalypse. Est-ce que vous pouvez nous recontextualiser rapidement le débat? Alors hyper rapidement, parce que là on pourrait passer 2 heures sur l'aventure du cornucopianisme. Donc cornucopianisme, c'est la corne d'abondance. Donc en fait c'est la logique de l'abondance par l'amélioration des connaissances et des techniques appliquées. Ça commence à être théorisé à partir du XVIIe siècle, notamment Francis Bacon dans la Nouvelle Atlantide, ou bien des gens comme René Descartes, enfin voilà, des penseurs, des philosophes qui vont en fait constater qu'il y a un vrai réellement développement des connaissances, une extension de l'empire humain, dirait Descartes, et qu'en fait en appliquant ces connaissances de plus en plus scientifique, et on sort un peu de l'alchimie, on passe à l'alchimie, enfin des choses comme ça, eh bien on va réussir finalement à aller vers un monde où on va réussir de plus en plus à se soigner, à avoir de l'abondance avec la sélection agricole, etc., etc. Donc ça c'est la logique un peu cornucopienne. Elle va prendre vraiment son envol au 19e siècle, qui est un siècle très progressiste évidemment, et donc là où on va avoir le développement des transports, l'abondance du charbon, des énergies fossiles, etc., par rapport à un monde qui était plutôt un monde contraint et un monde de pénurie, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors il y a quand même quelques famines et tout ça au 19e, mais bon voilà, c'est l'idée de la trajectoire générale. Et puis au 20e, ça prend aussi des proportions importantes, puisque évidemment le développement de l'électronique, de l'énergie atomique, les vols spatiaux, etc. Donc on va dire plutôt à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ça va aussi donner un peu des ailes à cette vision un peu du fait qu'on va toujours aller vers le mieux finalement, et vers un progrès humain à travers le développement de la technologie. Et puis en face de ça, plutôt des gens qui étaient effectivement issus de la pensée de Malthus. Donc Malthus, c'est plutôt fin 18e, début 19e. Cette idée que non, les arbres vont pas monter jusqu'au ciel, je simplifie volontairement, mais cette idée que effectivement il y a des limites quelque part, et que la croissance peut être infinie, en l'occurrence la croissance de la population, dans le cas de Malthus, elle va heurter des limites, à l'époque plutôt des limites de rendement agricole, tout simplement, de capacité à mettre en culture et à nourrir la population. Et puis ensuite, cette vision malthusienne, elle va se transformer en une vision plutôt néo-malthusienne. Donc c'est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, là aussi, où des conservationnistes, plutôt des gens issus de la biologie de la conservation américains, vont eux aussi alerter en disant on a un problème parce que la population augmente, mais en plus il y a du développement économique qui fait que la consommation par personne augmente, et donc ça va nous faire aussi heurter des limites planétaires. Et en fait, c'est vrai qu'on renvoie un peu 2 à 2 ces visions-là, parce que finalement, après des décennies de discours ou de promesses, pour pas dire même des siècles parfois, en fait, on est un peu dans un entre-deux, on pourrait dire. Il y a à la fois la vision presque catastrophiste malthusienne ne s'est pas vraiment concrétisée. Alors, il n'y a pas eu de grande famine mondiale. Au 19e siècle, on a découvert les engrais, donc ça a permis
Et puis on a eu des mises en culture à l'autre bout du monde avec la réfrigération de la viande, la congélation dans les bateaux, etc. Tout ça, ça a permis de nourrir quelque part le monde de manière un petit peu inégalitaire, mais quand même, voilà, on voit bien qu'on est plus nombreux qu'au 19e siècle et on n'est pas tous en train de se rouler par terre de faim. Et finalement, bah voilà, c'est toutes ces pénuries autres qui étaient, voilà, des pénuries de pétrole ou de métaux, etc. On peut penser notamment évidemment au rapport Meadows au Club de Rome de 1972, où là aussi on prévoyait un effondrement quelque part au 21e siècle à travers justement les mécanismes de pollution, mais aussi de limites aux ressources. Bah ça, voilà, ça s'est pas matérialisé et entre guillemets tant mieux. Mais finalement, on a toujours autant de métaux, on a toujours autant de pétrole, même si on continue à taper dans le stock. Mais de l'autre côté, la vision, on pourrait dire cornucopienne, eh bien, elle s'était emballée aussi un peu dans les années 50 avec l'énergie atomique. Elle allait faire que l'électricité allait être gratuite parce que voilà, une fois qu'on avait construit les centrales, bah voilà, hein, une fois que c'est un peu comme un panneau solaire, hein, on installe un panneau solaire, puis après on a de l'énergie solaire pour des décennies, voire plus, entre guillemets, gratuite, ou presque. Il y avait un peu cette idée-là, et donc on avait des textes, des rapports très officiels qui faisaient qu'on allait conquérir l'espace, on allait avoir chacun notre fusée hypersonique, voilà, des voitures volantes, des villes avec plein de robots, etc. Et on est toujours un petit peu d'ailleurs dans cette vision-là. Et bon, voilà, quand on relit un peu les rapports des années 50, 60, 70, ou même des visions voilà, de ce qu'était le futur, l'an 2000 vu de 1960 ou 70, il y a des gens qui exhument régulièrement des archives de l'INA ou autres qui sont assez sympas. Ben voilà, ce monde-là, il s'est pas matérialisé non plus parce que on s'inscrit dans des mécanismes un petit peu plus complexes qui fait que on n'est pas dans la table rase à chaque fois à reconstruire des villes idéales comme dans les romans de science-fiction, mais qu'il faut faire avec l'existant, avec ce qui nous entoure, et c'est beaucoup plus complexe. Et donc voilà, finalement, pour dire qu'aucune des deux visions ne s'est vraiment matérialisée dans sa pureté imaginée, quoi. Et du coup, qui sont les néo-malthusiens et les cornucopiens d'aujourd'hui ? Bah, les néo-malthusiens, c'est des écolos qui estiment qu'il y a des limites, quoi. Donc, je sais pas, on pourrait prendre sur la vision climatique des gens comme James Hansen, par exemple, voilà, qui alerte aux États-Unis sur ces sujets. Il y a encore d'ailleurs des néo-malthusiens des années 60 qui sont toujours vivants. Hein. Paul Ehrlich, par exemple, voilà, à moins que j'ai raté une information récente, mais voilà, qui est le fameux auteur de The Population Bomb, hein, qui est un biologiste, un spécialiste des papillons au départ, mais qui ensuite s'est intéressé plutôt à la dynamique des populations. Bah voilà, ce sont plutôt ces gens-là. Et alors les cornucopiens, bah alors là pour le coup c'est hyper facile, hein, ils sont partout. Il suffit d'aller au Consumer Electronics Show ou au salon Vivatech, j'en sais rien, ou suivre les milliardaires de la tech. Et vous avez aujourd'hui des gens comme Sam Altman, hein, cofondateur d'OpenAI, donc ChatGPT et consorts, qui explique que bah, voilà, on va consommer de plus en plus d'énergie avec l'IA, mais que c'est pas grave, et on va faire de la fusion nucléaire, vous avez des gens comme Bill Gates quelque part qui sont dans une logique vraiment techno-solutionniste de réponse aux enjeux climatiques, aux enjeux énergétiques. Hein. C'est-à-dire que c'est mettre de l'argent sur des startups de la fusion nucléaire, mettre de l'argent sur sur la viande artificielle. Ouais, exactement. Alors, sur les Small Modular Reactors, les SMR, hein, ces petites centrales nucléaires qui seraient du coup moins dangereuses parce qu'elles sont petites ou qu'on pourrait mettre en version flottante, en version sous-marine. En fait, tout existe. Donc voilà, on a ça à peu près partout, et puis même jusqu'à la vision très très messianique d'un Elon Musk ou d'un Jeff Bezos qui voilà voit l'aventure de l'humanité se poursuivre dans l'espace, alors soit sur Mars, soit sur la Lune, soit dans des stations flottantes dans l'espace. Voilà, il y a un peu toutes les gammes possibles qui sont envisagées, mais voilà, on est tous un peu cornucopiens finalement, parce qu'au jour le jour, on n'est pas en train de se dire oh là là, on va un jour avoir un problème de cuivre, ou un problème de nickel ou de cobalt. On est plutôt tous à se dire ah bah oui, tiens, pour l'instant ça tourne. La petite différence, peut-être qui n'avait pas été vue, c'est qu'en fait, les limites planétaires qui sont enfoncées ne sont pas finalement des limites de ressources, ne sont pas des limites géologiques à date,
mais sont en fait des limites de la capacité de la biosphère à encaisser les enjeux, c'est-à-dire changement climatique évidemment avec la quantité d'émissions de CO2, mais aussi un impact sur la biodiversité par exemple, avec l'empiètement des activités agricoles, des activités minières, la pollution généralisée de toutes les chaînes alimentaires par des microplastiques, par des polluants organiques persistants, etc. Voilà, c'est là aujourd'hui qu'on se heurte finalement à ces limites, quoi. Mais elles sont moins visibles. Je pense que le meilleur exemple de ça, c'est le pétrole. On pensait qu'on allait en manquer il y a 50 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on en a trop. Concernant les métaux, vous introduisez dans la BD, dans vos différents livres, une autre notion, c'est le pic de tout, le pic de tous ces matériaux. D'une part, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept, et d'autre part, est-ce qu'on estime qu'on va manquer de matériaux pour faire la transition énergétique? Alors le pic de tout, oui, il y a un petit côté glaçant, mais je vais essayer non pas de rassurer, mais juste d'expliquer le mécanisme. En fait, c'est juste une manière c'est une conclusion qu'on peut tirer du fait que il n'y a pas juste une question de ressources, il n'y a pas juste une question d'énergie, mais que ressources et énergie sont liées en fait, puisque d'un côté il nous faut en fait de l'énergie pour transformer les ressources, c'est-à-dire aller extraire les minerais, faire le traitement des minerais, faire de la métallurgie, atteindre le niveau de pureté de ces différents éléments chimiques pour ensuite pouvoir les incorporer, j'en sais rien, dans des alliages, dans des panneaux solaires, dans de la nanoélectronique. Enfin voilà, il y a donc tout ça, ce sont des processus qui réclament de l'énergie, et la plupart du temps de l'énergie fossile, parce que voilà, c'est des gros camions, 300 tonnes de charge utile qui descendent au fin fond de grandes mines et tout. Bon, alors il y a quelques mines aujourd'hui, on voit arriver, je sais pas, en Europe notamment, en Suisse, en Suède, on voit arriver de l'électrification de ces camions, donc avec peut-être des caténaires, des choses comme ça. Bon, donc j'exclus pas que voilà, qu'il y ait des évolutions là-dessus, mais en tout cas voilà, il y a quand même une partie massive d'énergie fossile, donc de l'ordre de 10% de l'énergie primaire mondiale qui est consacrée à la transformation des ressources, donc c'est non négligeable. Je triche un peu en disant ça, parce qu'en fait, les 2 tiers de ça, c'est juste le charbon qui est utilisé pour transformer le minerai de fer en acier, et puis le reste, c'est tous les autres métaux. Donc d'un côté, voilà, on a besoin d'énergie pour les ressources, et de l'autre côté, on a besoin de ressources pour l'énergie. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on consomme 1/10 de l'énergie solaire qui arrive sur Terre chaque année, à peu près, hein, c'est l'ordre de grandeur. Donc soit sous forme solaire, soit sous forme dérivée, le vent, l'hydroélectricité, donc lié au cycle de l'eau, etc. On peut imaginer qu'on a vraiment une quantité phénoménale d'énergie à disposition. Reste ensuite à réussir à la mettre en œuvre et à déployer suffisamment d'énergie renouvelable, etc. Mais pour faire ça, il faut des ressources aussi pour capter, pour convertir en électricité, pour transporter cette électricité, pour la stocker, etc. Et donc voilà, on a un peu ces 2 enjeux en même temps. Si on n'avait qu'un problème d'énergie, mais qu'on avait des ressources infinies et faciles à récupérer à disposition, il suffirait effectivement de déployer suffisamment rapidement toutes les énergies renouvelables, le bon mix d'énergie renouvelable et de stockage qu'on veut. Mais on n'a pas exactement toutes les ressources à disposition d'un claquement de doigts, quoi. Une mine, c'est souvent quelques centaines de millions ou milliards de dollars et 10, 15 ans, 20 ans de développement. Donc ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et puis à l'inverse, l'énergie, les ressources vont réclamer de plus en plus d'énergie, parce que en fait, il y a quand même non pas une logique d'épuisement, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais une logique de ressources qui deviennent de moins en moins accessibles ou de moins en moins concentrées. Pour le coup, c'est vrai aussi avec le pétrole, hein. Le progrès technologique, oui, il a permis de faire d'extraire avec de la fracturation, avec des forages horizontaux, etc., des pétroles dits non conventionnels, des pétroles de roche-mère, voilà. Mais sauf que ce sont des quantités plus faibles ou plus dures à extraire, ou réclamant plus de ressources pour aller les chercher. Et donc il y a un peu cette espèce d'effet de cercle vicieux qui fait que finalement il y a eu une abondance en ressources parce qu'il y a eu une abondance en énergie, et l'abondance en énergie, elle vient aussi de l'abondance en ressources, quoi. Donc c'est un peu circulaire. Donc voilà, il y a donc dans mon idée un peu prospective, mais tout ça resterait
évidemment peut être challengée, il y a pas de souci, mais c'est cette idée de dire que bah oui, l'abondance énergétique pour le coup sous forme d'énergie fossile, elle finira bien par avoir des limites, en particulier pour le pétrole. Alors peut-être que c'est est-ce que l'horizon c'est 50 ans, est-ce que l'horizon c'est 100 ans, j'en sais rien. Pour le charbon, c'est peut-être un peu plus. Tout dépend en fait du taux de croissance aussi, évidemment énergétique, hein, parce que pour l'instant, on n'est pas du tout en train de calmer le jeu. Hein. La consommation énergétique, elle augmente à peu près à la vitesse du PIB, un tout petit peu moins vite, mais on n'est pas du tout dans une logique de découplage absolu, avec le PIB qui monte et les besoins énergétiques qui baissent, et puis les émissions de CO2 qui baisseraient encore plus. On est plutôt à 3 courbes qui sont toutes les 3 croissantes, avec légèrement peut-être l'espoir qu'on passe un pic des émissions de CO2 quand même. Mais en tout cas, voilà, cette abondance d'énergie fossile prenant fin, eh bien, on peut se poser la question de notre capacité, effectivement, à extraire des ressources dans le futur qui seront moins faciles à extraire que ce qu'elles étaient il y a un siècle, quoi. En gros, c'est les mines de cuivre du 23e siècle, ce sera pas tout à fait la même manière d'extraire le cuivre qu'aujourd'hui, parce que elles seront plus profondes, elles seront, on fera pas ça avec des pioches, des ânes et je sais pas quoi, comme au Moyen-Âge. C'est pas possible, il n'y a pas de retour en arrière possible, d'une certaine manière. Donc c'est un peu cette idée-là, et de dire que peut-être que du coup, avec moins d'énergie fossile disponible, eh bien, dans le futur, peut-être qu'on aura tout simplement moins de ressources disponibles aussi. Donc, si je comprends bien votre discours et le fait que vous pointez en avant, vous mettez en avant ce pic de matériaux, c'est peut-être pas tant pour les défis de ce siècle et la transition énergétique, mais c'est pour le futur de l'humanité à plus grande échelle. Oui, on pourrait dire, c'est une manière d'être prudent, hein, on pourrait dire ça, parce qu'effectivement, comme ça hurle au loup depuis 70 ou 80 ans, et que pour l'instant on n'a jamais eu autant de cuivre, de nickel, de cobalt, de tout ce qu'on veut, il faut toujours un peu se méfier en disant on va être en panne dans 5 ou 10 ans. C'est pas effectivement le cas, c'est sans doute pas le cas. Par contre, si, il se pose quand même plein de questions autour de la trajectoire de transition énergétique ou environnementale telle qu'elle est imaginée, hein, c'est-à-dire un peu, grosso modo, un business as usual en termes de besoins, en termes de croissance, mais avec une électrification beaucoup plus importante d'un certain nombre de processus industriels et de la mobilité individuelle, voire même collective, si on parle demain de plus d'avions électriques ou d'avions hydrogène, donc produits à partir d'électricité verte, etc. Dans cette trajectoire, ce qui pose sujet, il y a quand même une accélération des besoins dans un certain nombre de métaux, alors en particulier le cuivre, et puis quelques métaux de batterie, qui peuvent être notamment le manganèse, le nickel, le cobalt, mais pas que, parce qu'il y a aussi d'autres technologies de batterie qui contiennent pas forcément ces métaux-là. Et donc là où effectivement il y a des taux de croissance et des besoins très très impressionnants, avec des multiplications en certains scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, par exemple, table sur 1 fois 50 pour le lithium. Donc c'est pas impossible à faire. On l'a déjà fait dans le passé d'ailleurs. Hein. Si vous doublez un truc tous les 5 ans, au bout de 20 ans vous avez quadruplé, enfin vous avez multiplié par 8, c'est pas très très difficile. Non, plus que ça même, je me trompe dans le calcul. Mais en fait, la question, c'est à quel rythme on peut faire ça et à quel prix environnemental, en fait. C'est-à-dire que, voilà, les mines, il faut les ouvrir quelque part. Parfois, c'est en zone tropicale, avec des sols qui sont fragiles, avec des forêts, avec des espaces de biodiversité. Parfois, on commence à parler de nodules polymétalliques sous les océans. Donc ça aussi, l'impact, évidemment, sous l'eau, mais environnemental, il est potentiellement démultiplié. On maîtrise beaucoup moins ce qu'on fait en mode sous-marin qu'en mode au-dessus de la Terre. Donc il va y avoir quand même des enjeux autour de ça et des enjeux de sobriété pour dire comment on évite cette trajectoire aussi forte. Mais la transition environnementale n'est pas la seule raison de l'extraction. Voilà, de l'évolution exponentielle aujourd'hui de l'extraction. Si j'avais été amusé à regarder, par exemple, le cas du nickel, donc le nickel, c'est vraiment un métal assez emblématique des métaux, des batteries. En réalité, voilà, les besoins en nickel qui ont dû tripler ou quadrupler ces 20 dernières années,
c'est essentiellement l'augmentation des aciers inox. Donc c'est plutôt lié à l'industrialisation et l'urbanisation du monde. Hein. C'est pour faire des laiteries, pour faire des usines chimiques, pour faire de la serrurerie et des infrastructures dans les usines et dans les villes et dans les bâtiments. Voilà, c'est ça qui a fait la croissance historique du truc. Après, la cerise sur le gâteau, c'est le fait que certains de ces métaux-là vont être utilisés aussi comme métaux de transition. Mais voilà, le cobalt, c'est pas utilisé non plus que dans les batteries. C'est un métal de l'aéronautique, du développement donc aérien ou bien du secteur de la défense. Voilà. On est vraiment dans un processus plutôt additif. C'est pas une découverte de dire ah là là, on va avoir besoin de plus en plus de métaux à cause de la transition. La transition, c'est juste presque un épiphénomène, quoi. Et puis, il doit y avoir l'intelligence artificielle aussi dans tout ce mix, j'imagine. Oui, alors l'intelligence artificielle, c'est les data centers. Alors il y avait déjà pour accompagner la croissance des besoins, la croissance des besoins de stockage, de calcul, les sites internet, etc. L'ensemble des usages. Il y avait déjà des projets de data centers hyperscale, donc des centaines de projets de data centers consommant eux-mêmes des centaines de mégawatts, voire même maintenant on monte presque à l'échelle, je pense, de 1 gigawatt ou plus. Donc c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire, c'est quand même pas rien. Normalement, ça alimente des villes de quelques centaines de milliers, voire de millions d'habitants en électricité. Et effectivement, l'IA n'arrange rien puisque on est sur vraiment des projets incroyables. Donc c'est quoi un data center pour faire simple, c'est un empilement de serveurs, c'est-à-dire en gros un empilement d'ordinateurs sans l'écran, quoi. Si je simplifie outrageusement le truc, mais bon, donc ça contient effectivement un certain nombre de métaux de l'électronique. Pas forcément des quantités phénoménales dans l'absolu. Hein. Là encore, je sais pas si vous comparez la quantité de tantal, donc un métal qui sert dans les microcondensateurs, dans les petits cylindres qu'on trouve un peu dans tous les produits, dans toutes les cartes électroniques. Si vous comparez avec le tantal qui va servir d'élément d'alliage pour un super alliage dans l'aéronautique, voilà, vous faites un sacré paquet de petits microcondensateurs avec l'équivalent de ce que vous allez mettre dans un réacteur ou dans une aile d'avion. Mais voilà, quand même, il y a au bout d'un moment, tout ça finit par se voir. Et puis surtout, l'impact environnemental à la fabrication, tout ça, ça demande des degrés de pureté très élevés, des mélanges, etc. Et des objets qui sont pas du tout recyclables en fin de vie. Dans le livre, vous sortez une statistique impressionnante. Vous dites, dans les 30 prochaines années, on va extraire plus que depuis l'aube de l'humanité. On parle de tout ce qu'on extrait du sol de manière générale. Ouais, c'est plutôt les métaux, parce qu'en fait, si on comptait ce qu'on extrait du sol, y compris par exemple des minéraux non métalliques, le calcaire, l'argile pour faire le ciment, les granulats, le sable pour faire le béton, la croissance est un petit peu moins impressionnante. Ça croît, mais c'est peut-être un petit peu moins rapide que certains métaux, où là on est vraiment sur 2, 3, 4, 5, 6, 7% de croissance annuelle. Et là, effectivement, en fait, c'est pas du tout impressionnant. C'est juste l'effet terrible d'une courbe exponentielle. Voilà, quand on dit qu'on fait plus 2% par an, c'est une courbe exponentielle. Et ça correspond à un doublement tous les 35 ans. Voilà. Et puis, si c'est 3% par an, ça correspond à un doublement tous les 25 ans. Et donc, en fait, c'est assez facile de voir que la forme de cette courbe, fait que la dernière période, elle est toujours supérieure en surface à toute la partie précédente. Et donc, effectivement, on est dans cette logique d'extraction exponentielle, d'extractivisme, on pourrait dire. Alors, c'est vrai il y a peut-être un ou deux métaux qui vont échapper, comme le mercure, qu'on utilise de moins en moins pour des questions sanitaires. Évidemment, c'est un métal dangereux. Donc, il est en train d'être chassé de plus en plus des quelques processus industriels qui restaient. Il y a le plomb aussi, qui risque peut-être de passer son pic d'utilisation parce que pour les mêmes raisons peut-être parce que c'est surtout utilisé dans les batteries de véhicules thermiques. Donc voilà, si effectivement on passe à des batteries plus légères, des batteries lithium, ça sera plus le cas. Mais sinon tous les autres, ils vont effectivement être extraits en quantité très importante, ouais. Ouais, ce qui est impressionnant, c'est que sur les 30 dernières années que c'est doublé, la population a fait la même chose. Mm-hmm. C'est que là, on prévoit peut-être 10% d'augmentation de population et un doublement. Ouais. Donc, on peut peut-être le voir de deux façons. C'est aussi un confort qui augmente.
Oui, alors en tout cas c'est un développement de l'urbanisation tire beaucoup le sujet. C'est sûr que quand vous avez besoin d'infrastructures, quand vous avez besoin de glissières d'autoroute, de béton armé, de panneaux, de trucs, de bâtiments, tout ça consomme des ressources effectivement. Et puis le développement de la consommation par personne quand même, donc on peut appeler le développement, qu'on peut appeler l'augmentation du confort, qu'on peut appeler le fait que quand même une partie de la population, il va continuer à y avoir peut-être une poussée un peu de la classe moyenne, etc. Donc il y a de manière un peu légitime, veut accéder aussi à un minimum de consommation. Donc c'est l'ensemble de ces phénomènes-là qui effectivement va faire la croissance des décennies qui viennent, quoi. Il y a une autre phrase qui fait un peu froid dans le dos dans la BD. C'est marqué « Il est très probable que l'on vive une sorte de parenthèse enchantée d'abondance matérielle qui sera très ponctuelle à l'échelle de l'humanité ». Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui fait partie de cet enchantement ? Est-ce que c'est l'avion, le chauffage à 20 degrés dans la maison ? Oui, enfin, l'idée de la parenthèse enchantée, c'était la parenthèse de croissance. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut pas maintenir ad vitam aeternam un taux de croissance de 2% ou plus, ou même de 1% d'ailleurs, ça irait juste moins vite. Alors, évidemment, on l'a fait sur une période de 2 siècles, depuis qu'on est rentré dans la révolution industrielle, et donc, peut-être oui, on extrait, on consomme des dizaines ou des centaines de fois plus de matière par personne que ce qu'on faisait peut-être à la fin du XVIIIe siècle. Mais en fait, ça peut pas effectivement durer parce que les courbes exponentielles, elles sont puissantes, quoi. C'est-à-dire que le doublement en 35 ans, ça veut dire x7 et quelques par siècle, et ça veut dire x 400 millions en un millénaire. Donc, imaginons qu'on dirait, on est rentré dans une fantastique révolution industrielle qui nous a tant apporté un petit peu de pollution, mais aussi beaucoup de confort matériel, et on a repoussé l'âge de la mort et je sais pas quoi, et on a appris à s'aimer les uns les autres et à se faire un peu la guerre de temps en temps depuis 2 siècles, et puis on va continuer pendant 1000 ans parce que l'intelligence artificielle, on va continuer à repousser l'âge de la mort, on va conquérir je sais pas quoi, l'espace du système solaire. Moi j'ai du mal effectivement à conceptualiser le monde dans l'an 3000 qui aurait un PIB 400 millions de fois supérieur à celui d'aujourd'hui, avec une population, imaginons, qui, elle, se serait stabilisée, et le tout en consommant moins de matière, moins d'énergie, parce que, effectivement, sinon, on tape dans le stock, quoi. Donc c'est un peu dans cette logique-là, enfin, la parenthèse enchantée, elle se réfère vraiment à la logique plutôt de la croissance continue. Voilà. Alors ensuite, si on doit dire oui, ça veut dire que s'il n'y a plus croissance, il y aura des renoncements. Tout ça se discute. D'abord, aujourd'hui, on est dans un taux je pense, de gâchis qui est totalement phénoménal. On jette un tiers de la nourriture à la poubelle. On se déplace avec des véhicules 1 tonne à 2 tonnes pour aller 100 kilos de charge utile, bagages compris, la plupart du temps. C'est une personne ou 1,1 personne par véhicule en moyenne, la plupart du temps. Il y a plein de le gâchis, il est partout. Et effectivement, la notion du confort thermique, c'est souvent évoqué maintenant sur les logiques de sobriété depuis la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix de l'énergie. Il y a cette idée un peu qu'on peut économiser en baissant la température. Alors d'abord, oui, effectivement, c'est très très efficace. C'est un peu désagréable parce qu'en général, on le fait quand on est un peu forcé par le prix. On le fait quand même rarement par patriotisme. Enfin, en tout cas, ça doit être sans doute plus marginal. Mais ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que effectivement, c'est une logique on s'est habitué à un certain type de confort, mais finalement, on aurait pu prendre d'autres trajectoires technologiques aussi. D'abord, le confort thermique, c'est pas juste la température ambiante, c'est aussi, ça dépend de l'hygrométrie de l'air, ça dépend de quelle paroi on est entouré. Si vous êtes entouré de verre ou entouré de carrelage, vous avez plus froid avec une même température de la pièce que si vous êtes entouré de bois ou d'enduits qui vont être rayonnés un peu différemment. Vous avez la question de comment on est habillé ou pas. On a finalement découvert avec le chauffage central l'intérêt de s'habiller différemment à l'intérieur et à l'extérieur. Ça a développé à la fin du 19e siècle le commerce des fourrures, pour information, parce qu'avant, on avait besoin de mettre un manteau de fourrure chez les riches pour sortir parce qu'il faisait chaud à l'intérieur, alors qu'avant, les gens, ils étaient habillés avec des flanelles, des trucs, ils étaient habillés pareil à l'intérieur et à l'extérieur. La notion de manteau existait à peine, quoi. Enfin, c'était très différent. Donc, il y a plein de... Je pense qu'effectivement, il y a
il y a des renoncements qu'on voit aujourd'hui comme des potentiels renoncements, mais certains en fait seront invisibles parce que c'était juste du gâchis qu'on va réduire, et puis d'autres en fait seront juste des habitudes un peu différentes. Et l'être humain a montré qu'il était adaptable dans tous les sens d'ailleurs, et dans toutes les circonstances, pour les meilleurs et pour le pire, hélas parfois. Mais et donc moi je suis pas forcément choqué de dire que peut-être en 2050 ou en 2100 ou même en se projetant un peu plus loin si on veut, que la notion de confort thermique sera différente et que peut-être ils chaufferont à 16 degrés chez eux et pas à 19 et pas à 23. Et c'est pas pour ça qu'ils seront forcément malheureux, parce qu'ils seront juste dans une logique un peu différente. On sait que l'être humain, les besoins de l'être humain, en fait, sont très variables, sont très adaptables, et que voilà, finalement on désire rien, quoi. On désire juste ce que désirent les autres, quoi. C'est la rivalité mimétique. Donc si vous naissez dans un monde où voilà, on se comporte différemment par rapport à la notion de confort thermique, eh bien, ça empêchera pas du tout de garder la quintessence de notre capacité d'être humain, quoi. Donc on a commencé à évoquer des solutions. Donc là, j'imagine, on parlait de la sobriété. Dans le livre, le dernier chapitre, en fait, s'ouvre un peu sur cette question: comment maintenir et faire durer nos sociétés industrielles qui nous ont tant apporté. Si je continue dans les citations, il y en a une autre que j'aime bien. Chaque fois que nous produisons un smartphone, nous le faisons au prix d'un équipement de dentiste de l'an 2200. À part la sobriété, qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre comme solution? Alors c'est un petit hommage à Nicolas Georgescu-Roegen que je citais en début d'interview. Lui il disait chaque voiture qu'on fabrique aujourd'hui, ce sont des socs de charrue en moins pour le futur. Donc c'est quelque part la construction de voitures, elle se fait au détriment du nombre de vies à venir. Donc c'est assez terrible. Donc moi j'ai pris un truc un peu moins grave, c'est la capacité à soigner avec le chirurgien ou avec le dentiste. En fait ça c'est lié à l'inéluctabilité de la consommation de ressources non renouvelables. C'est-à-dire que j'extrais des trucs d'un stock, certes gigantesque sans doute, mais on va ensuite très très mal recycler pour plein de raisons, parce qu'on a mélangé des choses en alliage, parce qu'on a miniaturisé dans des produits électroniques, etc. Donc en fin de vie, effectivement, ça va mal se terminer. Donc face à ça, finalement, pour essayer d'économiser les ressources et faire en sorte qu'elles manquent le moins possible aux générations futures, alors évidemment dans les logiques les plus cornucopiennes, les générations futures, elles n'ont pas forcément besoin des ressources qu'on utilise aujourd'hui, quoi. On pourrait dire, ils utiliseront autre chose que le cuivre pour conduire l'électricité. Ils feront ça avec des nanotubes de carbone ou je sais pas quoi. Ils n'auront pas besoin de platine ou d'argent dans les usines chimiques comme catalyseurs. Ils auront des catalyses enzymatiques ou je sais pas quoi, ou bio-inspirées. Bon, on peut toujours se dire qu'il y aura du développement et de l'innovation technologique, mais imaginons qu'il nous faille quand même encore un peu de cuivre pour conduire l'électricité. Dans ce cas-là, effectivement, comment on économise le plus possible les ressources maintenant ? Il y a deux voies. Il y en a une qui est de se dire comment je fais de la sobriété à la source. Donc ça peut être effectivement, j'en ai mentionné une ou deux tout à l'heure, peut-être des voitures qui sont plus petites, qui sont moins puissantes, moins performantes, mais c'est pas grave, elles font le job. De toute façon, la vitesse à laquelle on va sur les périphériques et les différentes routes est pas toujours formidable, donc ça réclame pas forcément des voitures ultra puissantes qui peuvent rouler à 250. Mais ça peut être aussi la manière de mieux mutualiser les choses, d'intensifier les usages. C'est-à-dire une fois qu'on a, c'est le fameux exemple quelque part de la perceuse qu'on utilise quelques minutes par an, quoi. Voilà, on n'a pas forcément besoin tous d'une perceuse, d'une tondeuse, je sais pas quoi, chez soi. On peut mutualiser, on peut échanger, on peut se prêter, on peut faire travailler des logiques de seconde main. Je pense, je sais pas, tout ce qui est jouets d'enfants, les livres, enfin, on peut trouver plein de pistes comme ça qui en fait retirent rien quelque part au mode de vie pour le coup, mais il y a des choses qui changeront les modes de vie, mais d'autres qui les changeront pas forcément. Et puis, à côté de cette sobriété que moi j'appelle un peu systémique, c'est-à-dire que c'est pas juste une sobriété individuelle, personnelle, familiale, en disant je vais me serrer la ceinture pendant que les autres continuent à avoir la piscine et je sais pas quoi. C'est vraiment aussi une sobriété organisée. Comment on peut aller vers une société du zéro déchet, du réemploi, de la réutilisation des contenants, etc. Il y a tout un monde à réimaginer ou à imaginer. Et puis après, il y a, une fois que j'ai fabriqué quand même des trucs, un sèche-cheveux, une machine à laver, je sais pas quoi, eh bien, comment on fait
pour que le moment où on va les jeter et mal les recycler se passe le plus tardivement possible. Donc cette logique d'âge de la maintenance, de la réparation, donc de lutter quelque part contre cette logique du consommer-jeter, de l'obsolescence, qui est programmée ou pas, peu importe, mais qui est le fait de dire que voilà, on a des produits qui durent pas forcément très très longtemps. Et alors ça paraît un peu je sais pas, idéaliste comme ça, mais en fait pas du tout. En fait, on a déjà tout un pan de la société qui fonctionne comme ça. Les tramways, ça dure 35-40 ans, les métros, les avions, les infrastructures, les trains. Voilà. Bon, et pourquoi est-ce que les machines à laver, elles durent pas 40 ans alors que le tramway dure 40 ans, quoi? Eh bien, c'est. Et alors évidemment, et en plus, on peut aller sur des objets du numérique qui eux, en plus, ont effectivement des cycles encore plus raccourcis. Et donc ça, c'est effectivement d'être capable d'avoir des logiques de conception plus simples, plus réparables, plus modulaires, plus standardisées, et d'être capable comme ça de ne changer que des pièces d'usure. Alors ça peut être à l'échelle d'un petit composant électronique sur une carte électronique. Aujourd'hui, vous avez une carte qui est en panne, vous jetez la carte, vous rachetez une carte, vous la remplacez. Non, demain, c'est le composant qui a été lui qui s'abîme ou qui s'use qu'il faut remplacer, et les autres ne s'usent pas forcément. Donc c'est toute cette logique là. Bon, voilà, ça demande évidemment très probablement des évolutions culturelles, des évolutions économiques, des évolutions sans doute fiscales. Aujourd'hui, on le fait. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Parce que c'est cher, en fait, le travail humain, la maintenance, la réparation, la transformation, ça réclame beaucoup de travail humain, alors que les produits neufs, il y a eu beaucoup d'automatisation, de robotisation dans les usines, dans les processus de fabrication, qui fait que ça coûte pas très cher. Et alors qu'au contraire, dès que vous allez mettre quelqu'un à essayer de réparer, de diagnostiquer, eh bien, ça va vous prendre plus de temps, ça va être plus cher. Et ça, c'est possible parce que l'énergie et les ressources sont pas chères. Si on a été capable de valoriser mieux les externalités environnementales, les dégâts environnementaux générés par l'extraction de ressources, eh bien, on pourrait sans doute plus facilement faire durer nos produits. Vous qui avez travaillé dans multiples entreprises et surtout en tant que consultant, comment vous percevez toutes ces politiques d'économie circulaire dans les grands groupes? Est-ce qu'on a dépassé le stade du greenwashing? Moi, j'ai le sentiment que oui, on est en train de le dépasser. Ça a mis longtemps. C'est vrai que la prise de conscience n'était pas évidente, mais on n'est plus du tout au stade du beau rapport en développement durable sur papier glacé qui explique que on a arrêté l'eau chaude dans les sanitaires du rez-de-chaussée de la raffinerie, quoi. Il y a des envies réelles dans beaucoup d'endroits, grandes entreprises ou entreprises de taille moyenne ou voilà, PME, avec la volonté de vraiment faire avancer les choses, avec des gens quand même de plus en plus sensibilisés et intéressés, voire engagés, en tant que collaborateur, mais aussi en tant que citoyen, en tant que père, mère de famille, etc. Donc il y a des envies. Moi, je vois des envies et des sincérités. Et je pense que de toute façon, le niveau de compréhension global et des problématiques fait que sans doute ça devient difficile en fait de faire vraiment purement du greenwashing et puis de pas du tout avoir une activité réelle. Je pense que par rapport à des logiques de marque employeur, de attirer, retenir les talents, comme on dit, ça devient sans doute difficile s'il n'y a pas un peu de sincérité. Une fois qu'on a dit ça, les choses avancent, mais avancent pas forcément super vite. Je sais pas, dans le secteur de la construction, on parle beaucoup, on se décerne des prix, on parle de biosourcé, de géosourcé, construire en bois, en terre, en chanvre, en paille, faire du réemploi de matériaux, d'équipements, etc. C'est super. Et puis si vous vous baladez dans la rue, vous en voyez encore un paquet, des trucs très très standards avec des poteaux poutres, béton, armés, acier, etc. Donc il y a cette envie de bouger, mais l'écosystème est pas forcément simple à faire évoluer parce que justement les conditions fiscales, les conditions réglementaires, les conditions de contenu des cours, de l'éducation, etc., fait que il n'y a pas encore le truc formidable, et puis que ça vient de toute manière, ne trompons pas, heurter des modèles d'affaires, et qui fait qu'il faudrait des évolutions, non pas de telle ou telle entreprise, mais vraiment des évolutions sectorielles, c'est-à-dire de se dire tout le monde y va, quoi. Si je suis le seul fabricant de voitures à me dire je
je me mets à faire des toutes petites voitures, je suis le champion de la petite voiture, et j'abandonne toute ma gamme de grosses voitures sur lesquelles je fais plus de marge, plus de chiffre d'affaires, où je peux occuper mes ingénieurs de mes bureaux d'études, etc. Bah, je vais me faire casser les reins et je vais disparaître. Donc c'est pas le but. Etc., etc. Donc il y a des envies, mais les manières de les enclencher globalement et de jouer avec l'échelle démocratique en même temps et les lois, les réglementations, les évolutions fiscales qui seraient nécessaires, on en est encore un peu loin, je pense. Cette question du modèle d'affaires, c'est là où je voulais en venir. Dans votre livre, vous parlez de la décroissance comme d'une piste, mais vous n'êtes pas non plus complètement catégorique. Même dans le livre, vous levez des incertitudes. Tout à l'heure, vous disiez que c'était un monde à inventer. Bah, effectivement, c'est un monde qu'on connaît pas encore, quoi. Ouais, alors la décroissance, le mot décroissance, déjà, rien que pour le définir correctement et pas le caricaturer, ça demanderait déjà une interview complète, sûrement, et je serais pas forcément d'ailleurs le mieux placé pour en parler globalement. Mais effectivement, moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que d'avoir une décroissance des flux énergétiques, décroissance des flux de matières extraites, de matières transformées, de matières transportées. Et ensuite, cette décroissance des flux, elle implique pas, enfin, à mon avis, elle implique une décroissance du PIB, parce que voilà, c'est quand même assez corrélé tout ça. C'est difficile d'imaginer un PIB qui continuerait encore une fois à croître alors que l'impact matériel continuerait à réduire et qu'on serait voilà, parce que les services, le numérique, etc. Tout ça, c'est assis sur des activités bien matérielles et sur l'ensemble du reste de l'économie. Mais par contre, ça veut pas dire forcément tout de suite baisse de confort ou de capacité à consommer, j'en sais rien. Si je dis voilà, au lieu de prendre des bouteilles, mettre des trucs dedans, les casser et puis récupérer ou pas le verre à la fin pour refaire une bouteille ou autre chose, si je dis je la lave, je la rembouteille avec autre chose, ça n'a pas réduit ma capacité à boire une quantité ou à utiliser une quantité de liquide, quoi. Voilà. Si par contre, dans d'autres cas, effectivement, oui, il y a impact à mon avis sur la logique de confort. Bah oui, si on est dans les plus petites voitures qui vont moins vite, qui sont moins protégées du coup d'une certaine manière contre les chocs, mais c'est pas grave parce qu'elles vont moins vite. Bah oui, à ce moment-là, c'est pas la même chose que d'être dans son gros 4x4 bien blindé. On a moins de place pour s'étaler, etc. C'est sûr. Idem sur la question je sais pas, du transport. Ça va être difficile de se dire qu'on peut faire des week-ends à gauche à droite à quelques milliers de kilomètres pour aller acheter une montre ou passer un week-end spa ou je sais pas quoi, tout en réduisant l'impact environnemental. Donc il y a forcément des effets comme ça. Par contre, ça peut vouloir dire, eh bien, aujourd'hui la croissance, elle augmente pas forcément le niveau de bonheur, ça se saurait. Hein. Il y a un moment, oui, au début, oui, on sort de la misère, c'est cool, c'est bien. Puis après, il y a un moment, à partir du PIB par habitant du Portugal, à peu près, je crois, disent les économistes, ça plafonne, quoi, et voire même ça peut redescendre un peu. Et le bonheur, c'est d'autres choses que la consommation. C'est aussi, justement, la notion des inégalités, la notion des perspectives. Pour les enfants, c'est plein de choses comme ça. Là. Donc il y a dans les mécanismes de décroissance ou de ralentissement plein de choses intéressantes à aller chercher en termes de santé humaine, en termes de relations sociales, etc. Ce qui fait que la décroissance fait peur aujourd'hui, c'est que en fait on nous a toujours dit la croissance c'est l'emploi. Donc forcément si la croissance c'est l'emploi, la décroissance, c'est la crise et puis à terme la guerre civile, quoi. Si je simplifie à peu près, donc c'est normal que ça fasse peur à tout le monde, que ça soit les électeurs ou les électrices ou des hommes politiques et les femmes politiques. Mais en fait, en réalité, c'est parce qu'on a mis énormément de savoir, d'innovation, d'intelligence et de technologie dans le fait de faire de la productivité, c'est-à-dire produire de plus en plus de biens et de services avec de moins en moins de travail humain. C'est ce qu'on fait dans l'agriculture, c'est ce qu'on fait à l'hôpital, c'est ce qu'on fait dans les usines, etc. Parce que le travail humain, c'est le truc pénible, cher, qui fait grève et tout ça. Hein, voilà, en gros, si je simplifie. Voilà. Et donc, du coup, il faut faire du ruissellement ou de la destruction créatrice schumpeterienne, comme on dit, hein, Schumpeter, l'économiste des années 30-40, c'est-à-dire si j'ai besoin de moins de monde dans une usine parce que voilà c'est plus robotisé, c'est plus mécanisé, etc. Hein, ou dans un entrepôt de logistique numérique, voilà que je ne citerai pas, eh bien il faut
trouver de l'emploi à d'autres gens, à ces gens qui vont plus avoir de boulot. Alors, ça ne sera pas forcément tout à fait les mêmes personnes. Il y en a qui partent à la retraite, d'autres qui arrivent sur le marché du travail. Mais c'est quand même cette idée qu'il faut que les besoins se développent. Je ferme les mines à charbon, mais je peux faire search engine optimisateur sur Internet, quoi. Voilà. Il y a des emplois qui disparaissent et d'autres emplois qui se créent. Et de ce mécanisme-là, il réclame effectivement la croissance. Et demain, on pourrait essayer d'imaginer, alors ce qui est un peu triste, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets-là, en économie, mais on pourrait imaginer un monde de plein emploi, de pleine activité, où il y a plus de travail de maintenance, de réparation, d'entretien, de prendre soin, où il y a un peu plus de monde dans l'agriculture, pas forcément des dizaines de millions de personnes, mais voilà, un peu plus qu'aujourd'hui, et ce qui permet d'avoir des pratiques plus respectueuses des sols et du vivant. Voilà, et ce monde-là, théoriquement, en tout cas, pourrait exister, et le problème, c'est la transition entre les deux, quoi. Oui, et puis peut-être se concentrer sur ce que vous appelez les éléments de l'espoir dans votre livre, c'est-à-dire les éléments qui sont plus abondants que d'autres. Oui, alors ça c'est plutôt la partie technique. Hein. Là, on est plutôt sur une partie presque économico-sociale. Bon, et effectivement dans la question technique, c'est de se dire, il y a des ressources qui sont quand même plus rares que d'autres, quoi. Donc Georgescu Roegen, il était stressé des socs de charrue. Bon, si votre soc de charrue il est en acier, voilà, on n'a pas de problème de disponibilité de minerais de fer sur Terre pour très longtemps. 5% de la croûte terrestre c'est composé de fer, donc ça devrait aller. Et par contre, oui, il y a des éléments qui sont plus rares, il y a des éléments qui sont aussi plus coûteux d'un point de vue environnemental à extraire, à concentrer, à raffiner. Et ceux-là, du coup, à quoi on les consacre, quoi. Et donc ça ouvre cette question du discernement technologique, hein, ou de techno-discernement, de se dire, en fait, il y a quand même des usages très utile. Alors pour je sais pas, dans le domaine médical, c'est bien d'avoir d'utiliser telle ou telle ressource. On sent bien que le rapport coût-bénéfice il est positif, quoi. Enfin, plus de bénéfices que de coûts. Et puis dans d'autres cas, en fait, on est dans des fioritures, dans des trucs qui ont pas forcément de grande utilité sociale, donc qui sont que les entreprises arrivent à nous vendre parce qu'ils sont très forts en marketing, en publicité, je sais pas quoi, mais finalement au bout d'un moment, avoir des écrans plus grands, avoir des réfrigérateurs qui font les courses tout seuls sur Internet, avoir de l'intelligence artificielle pour faire les menus de la semaine, ou je sais pas quoi. Bon, on voit bien qu'il y a des usages plus ou moins pertinents. Alors la question, c'est évidemment de se dire, mais alors qui c'est qui va décider ce qui est pertinent ou pas pertinent? C'est ce que vous direz les libertariens. Voilà, bon, évidemment, je sais bien, mais il faut inventer des mécanismes démocratiques pour ça, parce qu'après tout, le libertarien, il pourrait me dire aussi, j'ai le droit d'assassiner mon voisin. Pourquoi est-ce que on a décidé à un moment collectivement que non, assassiner son voisin, c'était pas terrible, et on a décidé ça, donc on pourrait tout à fait imaginer des choses. Et je pense à une proposition là d'un think tank qui s'appelle le Cercle de la Donnée, que j'ai beaucoup aimé, qui a sorti un rapport qui s'appelle l'empreinte sur le vivant, et qui propose en fait une autorisation de mise sur le marché des services numériques. Finalement, mais en fait, les services numériques, ils échappent à peu près à ce qui se passe dans à peu près tous les autres secteurs, quoi. Vous voulez sortir une voiture, il faut l'homologuer. Vous voulez sortir un siège bébé, il faut qu'il soit aussi qu'il ait passé un certain nombre de tests. Il y a une autorisation de mise sur les marchés des médicaments depuis 1941. Les produits chimiques, il faut aussi faire des études, etc. Voilà. Et pourquoi est-ce que les services numériques, finalement, y compris les plus stupides, et consommant derrière des data centers et des trucs, échapperaient à cette logique-là, quoi. Alors évidemment, pour ensuite décider de décerner ou pas cette autorisation, il faudrait être capable de se doter, j'en sais rien, de l'agence qui va bien, etc. Et puis quelle est l'échelle? Est-ce qu'on fait ça à l'échelle française, européenne, machin, mondiale? Ça ouvre toutes les questions évidemment de géopolitique, mais c'est quand même cette idée-là, donc dans le pouvoir de la capacité à se structurer collectivement pour effectivement prendre des décisions sur notre destin commun. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Biwix. Merci.